J'ai planté le couteau dans la poitrine de ma propre mère 47 fois. 47. J'ai compté chacune d'elles pendant que la lame entrait et sortait de son corps, pendant que son sang chaud éclaboussait mes mains, mon visage, mon uniforme d'infirmière que je portais encore depuis ma garde à l'hôpital. Et je sais ce que tu penses en ce moment. Je sais que tu me juges, que tu penses que je suis un monstre, une psychopathe, une fille dénaturée qui mérite de pourrir dans cette cellule pour le reste de sa vie. Mais attends. Attends d'entendre ce qu'elle a fait à mon père 5 ans plus tôt. Attends de connaître la vérité qu'elle cachait avec son chapelet entre les mains et ses prières hypocrites. Et alors, seulement alors, dis-moi si je suis toujours le monstre de cette histoire. Mon nom est Adjoua Mariam Kouassi. J'ai 35 ans et je suis enfermée depuis 8 ans à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. 8 ans à respirer cet air vicié, à dormir sur ce lit de fer, à compter les jours sur ces murs de béton qui suintent l'humidité. On m'a condamnée à 32 ans pour assassinat. Matricide, ont-ils dit au procès. Le mot le plus horrible qui existe en français. L'infirmière qui a tué sa propre mère. C'est comme ça que les journaux m'ont appelée. La femme qui a poignardé 47 fois la vieille dame qui lui a donné la vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je sauvais des vies. Pendant 7 ans, j'ai travaillé au CHU de Yopougon, au service des urgences. Mes mains, ces mêmes mains qui ont tenu ce couteau, avaient arrêté des hémorragies, avaient fait des compressions cardiaques qui ont ramené des gens de la mort, avaient nettoyé des plaies infectées, avaient tenu les mains tremblantes de vieillards qui mouraient seuls. J'étais l'infirmière que les patients demandaient par son nom, celle qui restait après sa garde quand quelqu'un avait besoin de compagnie, celle qui pleurait dans les toilettes de l'hôpital quand on perdait un enfant. Et tu sais où ça s'est passé? Dans la maison familiale de Yopougon, la même maison où j'ai grandi, la même cuisine où ma mère préparait la sauce graine les dimanches, le même carrelage où je jouais quand j'étais petite. Ce carrelage qui a fini trempé de son sang cet après-midi de mai 2021, le jour où tout s'est brisé, le jour où la fille est devenue bourreau. Avant que tu continues à me juger, avant que tu fermes cette vidéo en pensant que tu sais déjà qui je suis, fais-moi une faveur. Dis-moi d'où tu m'écoutes. Écris ta ville dans les commentaires, ton pays. J'ai besoin de savoir que quelqu'un quelque part dans le monde, en dehors de ces murs froids, va prendre le temps de comprendre pourquoi je l'ai fait. Parce qu'ici dedans, personne ne demande. Ici, je suis juste la numéro 8732, la matricide de la cellule 4, celle que toutes les autres détenues évitent au réfectoire. Parce que tuer ta mère, c'est franchir une ligne que même les meurtrières ne comprennent pas. Mais il y a quelque chose que personne ne sait, quelque chose qui n'est jamais sorti dans les journaux, qui n'a jamais été mentionné au procès, que le procureur n'a jamais enquêté parce qu'il était trop occupé à me peindre comme le diable incarné. Il y a 8 ans, en mars 2021, j'ai trouvé quelque chose dans la réserve de la maison de ma mère. Quelque chose qui a changé tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur mon père, sur la femme qui m'a mise au monde. J'ai trouvé la vérité sur comment mon papa est mort. Et cette vérité, crois-moi, va te retourner l'estomac autant qu'elle m'a retourné le mien. Parce que mon père n'est pas mort d'une crise cardiaque, comme tout le monde l'a cru pendant 5 ans. Mon père a été assassiné, empoisonné lentement, méthodiquement, par la femme qui dormait à ses côtés chaque nuit, par la femme qui lui préparait le café chaque matin, par ma mère. Et quand je l'ai découvert, quand j'ai lu sa confession écrite de sa propre main, quand j'ai compris que j'avais vécu 5 ans de deuil pour un père qui n'est pas mort de cause naturelle, mais assassiné par la femme en qui il avait le plus confiance, quelque chose en moi s'est brisé. Quelque chose que je n'ai jamais pu recoller. Mais je vais tout te raconter depuis le début, parce que mon histoire ne commence pas avec 47 coups de couteau. Elle commence bien avant dans une maison de Yopougon qui semblait parfaite de l'extérieur. Elle commence avec une famille ivoirienne traditionnelle que tout le quartier enviait. Elle commence avec des dimanches de sauce graine, des rires dans la cour,
et l'illusion que l'amour familial est incassable. Elle commence avec un mensonge si grand qu'il a mis 5 ans à se révéler. Je suis née et j'ai grandi à Yopougon, une commune populaire d'Abidjan, connue pour son ambiance vivante et ses traditions. Notre maison était dans une rue calme près du marché, une construction de 2 étages avec une façade peinte en ocre et un bougainvillier violet qui grimpait sur le mur de devant. C'était le genre de maison où les voisins se saluaient par leur nom, où les enfants jouaient au football dans la rue, jusqu'à la nuit tombée, où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, mais avec cette familiarité chaleureuse qui te fait sentir partie de quelque chose de plus grand. Mon père, Kwadio Yaokwasi, était garagiste. Il avait son propre garage à 3 rues de la maison, un local petit, mais toujours plein de travail, parce que mon papa avait la réputation d'être honnête et habile. Les gens du quartier venaient le voir non seulement pour réparer leur voiture, mais aussi pour lui demander conseil, pour l'inviter à boire une bière, pour lui présenter leur fils qui voulait apprendre le métier. C'était ce genre d'homme qui illuminait une pièce avec son rire, qui racontait des blagues nulles, qui d'une façon ou d'une autre te faisait toujours rire, qui t'embrassait avec ses mains tachées de graisse et te faisait sentir la personne la plus importante du monde. J'étais son adoration, sa Janju, il m'appelait, même si je mesurais 1m65 et que je n'étais pas si petite. Depuis toute petite, je le suivais au garage les samedis matins. Je m'asseyais sur un tabouret haut et je le regardais travailler, fascinée par comment ses mains connaissaient chaque pièce, chaque boulon, chaque son que faisait un moteur malade. Il m'expliquait tout avec une patience infinie. Comment fonctionnait un carburateur? Pourquoi l'huile était le sang du moteur? La différence entre un problème électrique et un problème mécanique. À 12 ans, je savais déjà changer un pneu. À 15 ans, je pouvais diagnostiquer des problèmes basiques juste en écoutant le moteur. Il rêvait que j'étudie l'ingénierie mécanique, qu'on soit associés un jour, que le garage porte nos 2 noms, mais j'ai choisi les soins infirmiers. Je me souviens de son visage quand je le lui ai dit. Il était sous une vieille Peugeot 504, avec le corps à moitié glissé sous le châssis, et quand il a entendu ma décision, il a roulé dehors et m'a regardé depuis le sol avec ce sourire qui plissait tout son visage. « Infirmière, ma fille, tu vas soigner des gens au lieu de soigner des moteurs ? Les moteurs ne saignent pas, papa, et ils ne t'embrassent pas quand tu les sauves. » Il a tellement ri qu'il a dû s'essuyer les larmes avec le dos de sa main graisseuse, se laissant des traces noires sur les joues. « Alors tu vas être la meilleure infirmière de Côte d'Ivoire, Janju, la meilleure. » Et j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Ma mère, Afoué Aminata Traoré, était tout le contraire de mon père. Là où il était rire, elle était silence. Là où il était expansif, elle était contenue. Femme au foyer traditionnel, catholique dévote qui assistait à la messe chaque dimanche sans faute, qui priait le chapelet toutes les nuits, qui avait un autel dans le salon, avec la Vierge Marie entourée de bougies. Elle cuisinait comme les anges. Sa sauce graine était légendaire dans le quartier. Chaque fête de Noël, elle préparait du poulet braisé que les gens faisaient la queue pour acheter. Son attiéké au poisson, son foutou banane sauce arachide les dimanches de fête. Mais il y avait quelque chose en elle qui m'a toujours mise mal à l'aise. Même si enfant, je ne pouvais pas nommer ce que c'était. Une dureté derrière les yeux, une façon de regarder mon père quand il ne s'en rendait pas compte, comme si elle calculait quelque chose. Une froideur dans ses embrassades qui me faisait sentir qu'elle accomplissait une obligation et non qu'elle exprimait un amour sincère. Avec mon frère Conan, c'était différent. Elle l'adorait avec une intensité qui frôlait l'obsession. Conan avait 24 ans quand tout s'est passé, 8 ans de moins que moi. C'était le bébé de la famille, le garçon que ma mère avait toujours voulu après m'avoir eu. Elle l'a gâté jusqu'à le rendre dépendant. À 24 ans, il vivait encore à la maison. Elle lavait encore son linge, elle lui servait encore le petit déjeuner au lit les dimanches. Mon père et moi avions eu d'innombrables discussions avec elle pour le laisser grandir, le rendre responsable de lui-même. Mais c'était inutile.
Pour maman, Conan était parfait exactement comme il était. Moi, en revanche, je n'étais jamais assez. Mes notes n'étaient jamais assez bonnes. Mon copain n'était jamais assez bien. Ma carrière d'infirmière était décevante comparée à ce qu'elle avait imaginé pour moi. Peu importe ce que je faisais, il y avait toujours une critique voilée, un commentaire qui te coupait juste là où ça faisait le plus mal. Mais les dimanches, quand toute la famille se réunissait, c'était facile d'oublier ces malaises. Mon père avait cette capacité de faire paraître tout parfait. On arrivait en milieu de matinée, Mamadou et moi, encore avec l'odeur des draps propres et du café. Mamadou était mon copain depuis 3 ans à l'époque, médecin au CHU où je travaillais comme infirmière. On s'était rencontrés pendant une urgence de code bleu, les mains ensanglantées en essayant de sauver un motocycliste qui avait percuté un camion sur l'autoroute. Il y a quelque chose dans le fait de partager la mort qui unit les gens plus vite que partager la vie. Mes parents l'adoraient. Enfin, mon père l'adorait parce que Mamadou s'asseyait avec lui dans la cour et l'écoutait parler de moteur pendant des heures. Ma mère l'adorait parce qu'il était médecin, parce qu'il venait d'une bonne famille de cocodis, parce qu'il représentait tout ce qu'elle voulait que j'atteigne. Stabilité, respectabilité, argent. Les dimanches sentaient l'ail et les épices, le poisson qui grillait, l'attiéké frais préparé le matin. Ma mère commençait à préparer la sauce graine dès 6 heures du matin. Je l'aidais parfois, bien que nos conversations dans la cuisine soient tendues, pleines de silence gênant et d'ordre sec. Pile plus fin. Ce n'est pas la bonne texture. Il manque du sel. Conan apparaissait vers midi avec les yeux gonflés de sommeil et les cheveux encore mouillés de la douche. Il s'asseyait à la table de la cuisine et maman lui servait du café avec un baiser sur le front, un genre de tendresse qu'elle ne m'avait jamais montré à moi. Mais quand papa arrivait de la rue avec les alocos chauds enveloppés dans du papier journal, quand il ouvrait la porte en criant « Où sont mes amours ?», toute la tension se dissolvait. Il était la colle de cette famille, celui qui nous faisait rire avec des histoires exagérées de clients impossibles au garage. Celui qui servait du bangui dans des petits verres et portait des toasts à la famille, à la santé, à la Côte d'Ivoire. Celui qui prenait maman par la taille pendant qu'elle cuisinait et la faisait tourner comme s'il dansait, même si elle protestait que la sauce allait brûler. Je voyais ça et je pensais « c'est ça l'amour, c'est ce que tu construis après 30 ans de mariage. Les disputes, les tensions, les différences, tout se dissout dans ces dimanches parfaits. » Je n'avais aucune idée que je regardais un fantôme, un homme qui était déjà en train d'être empoisonné, un homme dont le café du matin contenait des doses croissantes de digitaline, le poison qui arrêterait son cœur des mois plus tard. Je n'avais aucune idée que ma mère était capable de sourire pendant qu'elle l'assassinait. En décembre 2016, Mamadou m'a demandé en mariage. C'était à Grand Bassam pendant un week-end qu'on avait planifié pour échapper au stress de l'hôpital. Coucher de soleil orange et rose, vagues se brisant contre le sable, bagues de diamants qui brillaient avec les derniers rayons du soleil. J'ai dit oui parce que je l'aimais. Parce qu'après 3 ans ensemble, à affronter des doubles gardes et des urgences traumatiques et le sang et la mort qui faisaient d'eau partie de notre travail, il restait mon ancre, mon refuge. On a planifié le mariage pour décembre de l'année suivante. Ma mère a immédiatement pris le contrôle de chaque détail. Elle voulait un grand mariage à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, avec 300 invités, avec orchestre et une fête de 15 heures. Moi, je voulais quelque chose de plus petit, plus intime, mais c'était impossible de discuter avec elle. Chaque fois que j'essayais, mon père intervenait avec sa diplomatie caractéristique. « Laisse-la, Janju. C'est sa façon de te montrer son amour. Tu sais comment elle est. » Mais quelque chose changeait à la maison. Quelque chose qu'à ce moment-là je n'ai pas su identifier, mais qu'avec le recul c'est évident comme une plaie ouverte. Mon père a commencé à arriver en retard les dimanches. Il avait plus de travail au garage, disait-il. De nouveaux clients qui avaient besoin de son attention personnelle. Mais quand il arrivait, il semblait distrait. Ses blagues sonnaient forcées. Ses embrassades duraient 1 seconde de moins. Ses yeux évitaient ceux de ma mère pendant les repas. Et maman.
Maman est devenue plus silencieuse, plus religieuse, plus renfermée sur elle-même. Elle passait des heures dans le salon devant l'autel de la Vierge, murmurant des prières avec le chapelet entre les doigts. Quand je lui demandais si elle allait bien, elle me regardait avec une intensité qui me faisait peur. Tout est entre les mains de Dieu, ma fille. Tout péché se paie. Tout. Conan, occupé avec sa vie de fête et d'amis, ne remarquait rien. Ou s'il remarquait, ça ne l'intéressait pas assez pour demander. Mais moi, je remarquais. Je voyais les regards que mes parents échangeaient à travers la table. Il y avait quelque chose de pourri qui grandissait dans cette maison, quelque chose que personne d'entre nous ne nommait, mais que tous pouvions sentir comme de la viande en décomposition. En juillet 2016, un mois avant que mon père meure, il y a eu un dîner particulièrement tendu. On était tous les 4 à table, mangeant dans un silence presque total. Juste le bruit des couverts contre les assiettes. Conan regardait son téléphone. J'essayais de faire la conversation sur le mariage, mais personne ne répondait avec plus de 2 mots. Soudain, maman a laissé tomber sa fourchette. Le bruit métallique contre l'assiette nous a tous fait sursauter. « Quelque chose que tu veux nous dire, Quadio ?» Sa voix était basse, mais chargée de venin. Papa a levé les yeux de son assiette. « De quoi tu parles, Aminata ?» « Tu sais parfaitement de quoi je parle. » Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Je me souviens que mon cœur a commencé à battre plus vite, même si je ne savais pas pourquoi. Conan continuait à regarder son téléphone, inconscient ou faisant semblant de l'être. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » La voix de papa était prudente, contrôlée. Maman a lâché un rire sans humour, s'est levée de table, est allée à la cuisine et est revenue avec une tasse de café qu'elle a posée devant papa, avec tant de force que le liquide a éclaboussé. « Ton café comme tu l'aimes, comme toujours. » Il y avait quelque chose dans cette phrase, quelque chose dans la façon dont elle l'a dit. Mais papa a juste hoché la tête, murmuré « Merci » et bu en silence. C'était un des derniers dîners familiaux qu'on a eus ensemble. 3 semaines plus tard, mon père était mort. C'était un mercredi, 17 août 2016. J'étais au milieu de ma garde à l'hôpital quand mon portable a sonné. C'était Conan, sa voix entrecoupée par les pleurs. « Adjoua, papa. Papa est tombé au garage. Il ne respire plus. L'ambulance arrive. Mais viens, s'il te plaît, viens. » J'ai couru, j'ai laissé une infirmière en charge de mes patients et j'ai couru vers le parking, les mains tremblant tellement que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Le garage était à 10 minutes de l'hôpital, mais ça m'a semblé des heures. Dans ma tête, je priais « S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît. » Non, pas lui, pas mon papa. Quand je suis arrivée, l'ambulance était déjà là, des médecins travaillant sur un corps au sol du garage. Je pouvais voir ses chaussures de travail tachées de graisse que je connaissais si bien. Conan était contre le mur, en pleurs. Quelques voisins s'étaient rassemblés dehors, regardant avec ce mélange de curiosité morbide et de compassion que les gens ont face au malheur des autres. Je me suis frayé un chemin parmi les ambulanciers. Comme infirmière, je savais ce que je voyais. Peau bleutée, yeux fixes, absence totale de pouls. Ils avaient déjà essayé la RCP. Ils avaient le défibrillateur à côté. Rien n'avait fonctionné. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé au paramédic principal, une jeune femme que j'ai reconnue de l'hôpital. « Ton frère l'a trouvé il y a 20 minutes. Il dit qu'il est arrivé, et il était déjà comme ça, allongé à côté de la Toyota qu'il réparait. » Elle m'a regardée avec cette pitié professionnelle que donnent ceux qui travaillent avec la mort. « Je suis désolée, Adjoa. Il est parti. » Mon père avait 49 ans. 49. Il était allé chez le médecin 2 mois avant et on lui avait dit qu'il était en pleine forme. Tension parfaite, cœur fort, aucun problème. Et maintenant, mort sur le sol de son garage avec un tournevis encore dans la main. Ma mère est arrivée 15 minutes plus tard. Quelqu'un l'avait appelé.
Je l'ai vue descendre d'un taxi, se déplaçant lentement, presque comme si elle n'était pas pressée. Elle s'est approchée du corps de mon père, déjà couvert d'un drap, et l'a regardé. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle s'est juste signée, a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu, et s'est tournée vers moi. Dieu l'a rappelé à lui. Sa voix était plate, vide. Que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Mon père venait de mourir de façon soudaine, sans explication, et elle parlait comme si c'était parti d'un plan divin qu'elle connaissait déjà. L'autopsie a été rapide et superficielle. Crise cardiaque massive, ont-ils dit, infarctus aigu du myocarde. Ces choses arrivent. Des personnes jeunes, apparemment en bonne santé, qui s'effondrent soudainement. Une bombe à retardement que personne ne savait qu'elle existait. Mon père fumait, mangeait du poulet braisé, buvait de la bière les dimanches. C'était assez de facteurs de risque. Dossier classé. J'ai signé les papiers comme son parent le plus proche avec des références médicales. Ma main tremblait tellement que la signature était illisible, mais je les ai signés. Je faisais confiance au système, je faisais confiance aux médecins légistes. Je croyais que s'il y avait quelque chose de suspect, ils l'auraient trouvé. Je n'avais aucune idée que la digitaline n'apparaît pas dans les tests toxicologiques standards, qu'il faut la chercher spécifiquement, et personne ne l'a cherchée parce que personne ne soupçonnait rien. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard à la cathédrale Saint-Paul, où j'aurais dû me marier 4 mois plus tard. L'église était pleine. Des gens du quartier, des clients du garage, des amis de décennies, tous partageant des histoires sur combien Quadio était bon, comment il les avait aidés, comment son rire était contagieux. Conan et moi étions dévastés, assis au premier rang, tenant la main de l'autre, parce que c'était la seule chose solide dans un monde qui était devenu liquide. Et maman? Maman était sereine. Elle pleurait aux moments appropriés. Elle acceptait les condoléances avec grâce. Elle priait les mains jointes et les yeux fermés. La veuve parfaite, l'épouse dévote en deuil. Mais je l'ai vue pendant la messe, quand le père Kouamé parlait du mystère des voies du Seigneur. Je l'ai vue regarder le cercueil et j'ai vu quelque chose sur son visage. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de la perte, c'était quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction, comme si elle avait accompli une tâche difficile mais nécessaire. Ce moment est resté gravé en moi, mais je l'ai poussé au fond de mon esprit parce que c'était trop horrible à considérer. C'était ma mère, la femme qui m'avait donné la vie. Sûrement je voyais des choses parce que ma propre douleur déformait la réalité. Ou c'est ce que je me disais. Mamadou et moi avons reporté le mariage. On ne pouvait pas se marier 4 mois après que mon père soit mort. On s'est engagé pour juin 2017, 1 an plus tard. Je me suis plongée dans le travail, prenant des gardes supplémentaires, m'épuisant jusqu'au point de l'effondrement. Parce que quand j'étais occupée à sauver des vies à l'hôpital, je n'avais pas à penser que mon père pourrissait sous terre. Maman a commencé à nettoyer la maison, ou plutôt à effacer mon père d'elle. Une semaine après les funérailles, elle a brûlé ses vêtements dans la cour, toutes ses chemises, ses pantalons en jean, ses chaussures préférées. Conan a essayé de l'arrêter, mais elle était dans une transe, alimentant le feu vêtement après vêtement. Il n'en a plus besoin et je ne peux pas vivre avec des fantômes. Elle a vendu le garage 2 mois plus tard à un cousin éloigné pour une fraction de ce qu'il valait. Elle s'est débarrassée de ses outils, de ses photos, de tout ce qui pouvait lui rappeler. Elle a transformé leur chambre en salle de prière avec un énorme autel et des crucifix sur chaque mur et a commencé à parler de trahison, de péché, de châtiment divin. Les hommes qui trahissent leurs épouses reçoivent ce qu'ils méritent, disait-elle pendant les dîners obligatoires du dimanche qu'elle insistait pour maintenir. Dieu voit tout. Tout péché se paie, ma fille, tout. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Papa n'avait jamais trahi personne. C'était l'homme le plus loyal, le plus bon que j'avais connu. Mais elle répétait ces choses comme des mantras, comme si elle avait besoin de se convaincre elle-même de quelque chose.
Conan a déménagé au plateau 6 mois après la mort de papa. Je ne l'ai pas blâmé. La maison était devenue un mausolée avec maman qui priait à toute heure et brûlait de l'encens jusqu'à ce que tout sente la fumée et la cire de bougies. Il a trouvé du travail dans une entreprise de logistique et a loué un petit appartement près de la place de la République. On se voyait occasionnellement, mais la mort de papa nous avait éloignés. Chacun gérait la douleur à sa façon. Je me suis mariée avec Mamadou en juin 2017, comme on l'avait prévu. C'était un petit mariage, rien comme la grande célébration que maman avait imaginée. 50 personnes à la paroisse, un dîner simple dans un restaurant proche, sans orchestre, sans fête de 15 heures. Je portais une robe blanche simple et un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Mon père n'était pas là pour me conduire à l'hôtel. Conan l'a fait à sa place, les yeux larmoyants et la mâchoire serrée. Chaque pas vers l'hôtel semblait une trahison, comme si en continuant à vivre, en me mariant, en prétendant que la vie continuait, j'oubliais papa. Mais la vie continue. C'est ça l'horrible. Le monde ne s'arrête pas parce que quelqu'un que tu aimais meurt. Le soleil se lève, les gens rient, les bébés naissent, et toi tu dois faire semblant que tu es aussi vivant quand à l'intérieur tu te sens comme un cadavre ambulant. Mamadou était patient avec moi. Il me serrait dans ses bras quand je pleurais au milieu de la nuit. Il supportait mes sautes d'humeur, mon obsession pour le travail, mon incapacité à être complètement présente dans notre mariage. Il aimait quelqu'un qui s'effondrait lentement et essayait de me recoller. Mais les fissures étaient trop profondes. Les dimanches, je continuais à aller chez maman parce qu'elle l'exigeait. J'ai arrêté d'emmener Mamadou parce que les repas étaient devenus insupportables. Maman cuisinait les mêmes plats qu'elle faisait quand papa vivait, mais maintenant, ils avaient goût de cendre dans ma bouche. Elle parlait et parlait des péchés des hommes, de la justice divine, de comment Dieu punit les impurs. Un après-midi, on était assises dans le salon après manger. Je buvais un café tiède qu'elle avait préparé. Elle avait son chapelet entre les doigts, le déplaçant grain après grain comme toujours. « Ton père n'était pas l'homme que tu croyais, » dit-elle soudain. J'ai levé les yeux. « Quoi ?» Il avait des secrets, des péchés. Ses doigts bougeaient plus vite sur les grains. Mais il a payé pour eux. « Maman, de quoi tu parles ?» Elle s'est levée sans répondre et est allée dans sa salle de prière. J'ai entendu le bruit de ses genoux frappant le sol, ses murmures de prière, et j'ai su que la conversation était terminée. Mais ces mots sont restés avec moi. Ton père n'était pas l'homme que tu croyais. Qu'est-ce que ça signifiait? Quel secret? Quel péché? J'ai commencé à fouiller les affaires de papa qu'elle n'avait pas brûlées. Il n'en restait pas beaucoup. Quelques photos dans une boîte dans mon ancienne chambre, son portefeuille que j'avais gardé, son téléphone portable qui était resté sans batterie et que je n'avais jamais rallumé. Je l'ai chargé une nuit quand Mamadou était de garde à l'hôpital. Mes mains tremblaient pendant que je le branchais. J'attendais que l'écran s'allume. Quand finalement il a démarré, j'ai cherché dans ses messages, ses appels, ses photos, et c'était là, des conversations effacées, mais récupérables, avec un nom, Fatou Diallo. Des messages des mois avant sa mort, des conversations qui commençaient innocentes et devenaient flirteuses, des appels au milieu de la nuit, des photos qui étaient clairement d'une autre femme lui envoyant des selfies. Mon père avait eu une liaison. La découverte m'a détruite d'une façon différente de sa mort. Parce que la mort, tu peux l'accepter éventuellement, c'est partie de la vie. Mais la trahison, la tromperie, découvrir que la personne que tu idéalisais était humaine et faible, et capable de blesser les autres, ça te brise d'une façon qui n'a pas de réparation. Depuis combien de temps ça durait? Maman le savait. C'est pour ça qu'elle était devenue si bizarre dans les mois avant sa mort. J'ai voulu la confronter, mais je n'ai pas pu. Comment tu dis à ta mère? J'ai trouvé des preuves que papa te trompait. Comment tu ouvres cette blessure? Alors je l'ai gardée. Je l'ai poussée vers le bas avec tout le reste que je ne voulais pas ressentir. Je me suis concentrée sur mon mariage qui se désintégrait lentement. Mamadou et moi, on se disputait plus, pour rien, pour tout, pour le fait que je ne pouvais pas laisser aller le passé.
Adjoa, ton père est mort il y a 2 ans, m'a-t-il dit une nuit après une autre dispute sur mon besoin obsessif de visiter maman chaque dimanche. Tu dois avancer. Tu ne peux pas me demander d'oublier. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande de vivre, parce que dernièrement on dirait qu'ils t'ont enterré avec lui. Il avait raison, mais je ne pouvais pas l'admettre. Je ne pouvais pas admettre que je me noyais dans un deuil qui était devenu pathologique, que chaque fois que je voyais maman, chaque fois qu'elle mentionnait péché et châtiment, quelque chose dans mon cerveau s'allumait, se demandant ce qu'elle savait, si elle avait découvert la liaison, ce qu'elle avait fait de cette information. Et puis mars 2021 est arrivé, 5 ans après la mort de papa, le mois qui a tout changé, le mois où j'ai découvert la vérité. Maman est tombée malade d'une pneumonie. On m'a appelée du CHU de Treichville parce qu'elle avait été hospitalisée avec une détresse respiratoire sévère. J'ai passé 3 jours à la soigner pendant que les médecins la remplissaient d'antibiotiques et d'oxygène. Elle délirait avec la fièvre, murmurant des choses sans sens sur le sang et le pardon et le châtiment. Quand finalement elle est sortie, je me suis proposé de rester quelques jours chez elle pour m'assurer qu'elle prenne ses médicaments et se rétablisse complètement. Elle a accepté avec une gratitude étrange, presque comme si elle avait attendu ça. Le 3e jour, pendant qu'elle faisait sa sieste de l'après-midi, j'ai décidé de nettoyer la réserve. C'était quelque chose qu'il fallait faire depuis des années. Des boîtes et des boîtes de vieilles choses accumulées, des décorations de Noël cassées, des meubles que personne n'utilisait, des ordures à jeter. J'étais en train de déplacer une boîte particulièrement lourde quand le fond s'est cassé et tout s'est renversé. De vieilles photos, des documents, des reçus de décennies et une petite boîte métallique du type que les gens utilisent pour garder des bijoux ou de l'argent. Elle était fermée avec un cadenas, mais le cadenas était vieux et rouillé. Il s'est cassé avec une traction forte. À l'intérieur, il y avait un petit flacon de verre vide avec une étiquette pharmaceutique qui disait Digitaline, et en dessous, une enveloppe Kraft avec des papiers pliés. Je l'ai sortie avec des mains tremblantes. C'étaient des lettres écrites avec l'écriture parfaite de ma mère. Des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées à personne. Des lettres où elle confessait avec des détails méticuleux comment elle avait empoisonné mon père. Si tu es encore là, si tu m'écoutes encore après tout ça, abonne-toi à la chaîne Confession derrière les barreaux, parce que ce que j'ai découvert dans ces lettres va faire que tout aura du sens, et tu ne verras plus jamais ta propre famille de la même façon. Tu ne croiras plus jamais que tu connais vraiment les gens qui dorment sous ton propre toit. Parce que moi, je pensais que je connaissais ma mère. Je pensais que c'était une femme dévote, traditionnelle, peut-être froide, mais fondamentalement bonne. Et je me trompais tellement que j'ai la nausée rien que d'y repenser. Les lettres avaient des dates. La première était de juin 2016, 2 mois avant la mort de papa. Elle commençait ainsi. J'ai découvert aujourd'hui que Kouadio m'a trahi avec cette salope du garage, Fatou Diallo. Je l'ai vu sortir de là en se recoiffant avec ce sourire de femme satisfaite. Je l'ai confronté ce soir, et il n'a même pas nié. Il m'a dit qu'il était désolé, que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien. Comme si ça faisait moins mal, comme si 30 ans de mariage pouvaient s'effacer avec un « je suis désolé ». J'ai décidé qu'il va payer. Pas par le divorce, pas par le scandale. Il va payer comme les traîtres méritent de payer. Mon estomac s'est retourné. J'ai continué à lire. La deuxième lettre était de juillet. J'ai obtenu la digitaline de l'armoire à pharmacie du docteur Touré. C'était facile. Personne ne surveille ces choses dans une petite clinique. J'ai fait des recherches. C'est parfait. Ça imite une crise cardiaque. Ça n'apparaît pas dans les autopsies normales à moins qu'on le cherche spécifiquement. Et personne ne le cherchera parce que personne ne soupçonne rien. Je commence demain dans son café. Chaque matin, des petites doses. Je veux qu'il souffre. Je veux qu'il sente son cœur s'affaiblir jour après jour. Comme moi j'ai senti mon cœur s'affaiblir quand je l'ai vu avec elle. Il y en avait plus. Beaucoup plus, lettre après lettre, documentant l'assassinat de mon père comme si c'était une recette de cuisine. La dose exacte, comment elle cachait le flacon,
comment il a commencé à se sentir fatigué, à avoir des palpitations, à se plaindre de douleurs dans la poitrine. Comment elle souriait et lui disait d'aller chez le médecin, sachant que quand il irait finalement ce serait trop tard. La dernière lettre était du jour où il est trop mort. Aujourd'hui, Quadio ne se réveillera plus. J'ai augmenté la dose ce matin. Son cœur ne tiendra pas la journée, et quand ils le trouveront, tous penseront que c'était naturel, que c'était la volonté de Dieu. Mais moi je sais la vérité. J'ai été l'instrument de la justice divine. Les adultères doivent mourir. C'est ce que dit la Bible. J'ai juste appliqué la loi de Dieu que les hommes avaient oublié d'appliquer. Je suis restée assise sur le sol de la réserve pendant je ne sais combien de temps. Le flacon vide dans une main, les lettres dans l'autre, mon cerveau essayant de traiter ce que je venais de lire. Mon père n'était pas mort de cause naturelle. Ma mère l'avait assassiné. Elle l'avait empoisonné lentement, jour après jour, en lui servant du café avec un sourire. Et moi j'avais signé le certificat de décès. Moi j'avais fait confiance à l'autopsie. Moi j'avais enterré mon père en croyant que la vie est simplement injuste, que les mauvaises choses arrivent sans raison. Mais il y avait une raison, il y avait une meurtrière, et cette meurtrière était ma mère. Je suis montée les escaliers de la réserve avec les jambes tremblantes, le flacon vide de digitaline dans une main, les lettres dans l'autre. Mon cerveau continuait à essayer de traiter ce que je venais de lire, mais c'était comme si les mots rebondissaient contre un mur. Ma mère avait assassiné mon père. Ce n'était pas une théorie, ce n'était pas un soupçon. C'était un fait documenté avec sa propre écriture, avec des dates, avec des détails si spécifiques qu'il n'y avait pas de place pour le doute. Je me suis assise dans le salon de cette maison où j'avais grandi, où j'avais célébré des anniversaires et des Noëls, où mon père m'avait appris à faire du vélo dans la cour. Tout semblait contaminé maintenant, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés du poison qu'elle avait donné à papa jour après jour. J'ai entendu ses pas à l'étage. Elle s'était réveillée de sa sieste. Bientôt elle descendrait, me demanderait ce qu'il y avait pour dîner. Elle me donnerait des ordres sur comment cuisiner le riz ou couper les légumes. Comme si elle était une grand-mère normale. Comme si elle n'avait pas confessé par écrit qu'elle avait empoisonné son mari pendant des semaines jusqu'à le tuer. J'ai mis les lettres et le flacon dans mon sac. Je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais je ne pouvais pas les laisser là. C'étaient des preuves. C'était la preuve que mon père n'était pas mort de cause naturelle, mais assassiné par la femme qui était censée l'aimer. Quand elle est descendue, elle m'a regardée avec ses yeux que maintenant je voyais différemment. Ce n'étaient plus les yeux de ma mère. C'étaient les yeux d'une meurtrière qui s'en était sortie impunément pendant 5 ans. « Tu as nettoyé la réserve, ma fille ?» Sa voix était décontractée, légère. « Oui, maman, c'est fait. » « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» La question m'a glacé le sang. Savait-elle ce que j'avais trouvé? Me testait-elle? Non, rien, juste de vieux déchets. Elle a hoché la tête et est allée à la cuisine. Je l'ai entendue préparer du café. Le bruit de la cafetière m'a donné la nausée. Combien de fois elle avait préparé du café pour papa, sachant qu'il contenait du poison? Combien de fois elle l'avait embrassé sur la joue en lui servant sa mort dans une tasse? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mamadou était de garde à l'hôpital, donc j'étais seule dans notre appartement. J'ai lu les lettres encore et encore, jusqu'à ce que les mots soient gravés dans mon cerveau comme des marques au fer rouge. Chaque détail était plus horrible que le précédent. Dans une lettre datée de 3 semaines avant la mort de papa, elle écrivait « Quadio ne peut presque plus travailler. Il se fatigue trop vite. Hier, il a dû s'asseoir 3 fois pendant qu'il réparait une voiture. Il a mal à la poitrine, il sue froid. Il m'a demandé s'il devrait aller chez le médecin, et je lui ai dit oui, qu'il y aille la semaine prochaine. Mais je sais que pour la semaine prochaine, ce sera trop tard. Son cœur est tellement endommagé que n'importe quel effort physique pourrait l'arrêter. Et alors, je ferai passer ça pour un accident. Je ferai croire que Dieu l'a rappelé quand en réalité c'était moi. Je suis l'ange de la mort qu'il s'est attiré avec sa trahison. J'ai vomi, j'ai couru aux toilettes, et j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que de la bile.
Mon corps rejetait physiquement ce que mon esprit était en train de traiter. Je suis restée sur le sol de la salle de bain pendant des heures, la joue contre le carrelage froid, sentant que je me désintégrais. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on découvre quelque chose comme ça? À qui tu le dis? Comment tu le prouves? Le lendemain, j'ai appelé un avocat que je connaissais de l'hôpital, un type qui gérait des affaires médicales, des poursuites pour faute professionnelle. Je lui ai expliqué la situation sans lui donner de nom au début. Je lui ai demandé hypothétiquement ce qui se passerait si quelqu'un trouvait des preuves d'un meurtre commis 5 ans plus tôt. Sa réponse m'a détruite. Premièrement, il faudrait des preuves physiques. Des lettres manuscrites ne suffisent pas s'il n'y a rien pour les corroborer. Un flacon vide ne prouve rien non plus. Il faudrait exhumer le corps et faire des tests toxicologiques spécifiques pour la digitaline. Et si la famille veut faire ça, après 5 ans d'enterrement, surtout s'il a été embaumé ou incinéré, les chances de trouver des traces du poison sont presque nulles. De plus, il faudrait une ordonnance du tribunal pour exhumer, ce qui requiert une cause probable. Sans preuve physique d'un crime, aucun juge ne va autoriser l'exhumation d'un corps juste pour des lettres qui pourraient être de la fiction, de la fantaisie, ou écrites sous l'influence de médicaments ou de maladies mentales. Mais si les lettres sont une confession claire, les confessions sans corroboration ne tiennent pas devant un tribunal, surtout après tant de temps. L'affaire serait légalement morte, mademoiselle. Je suis désolée. Légalement morte, comme mon père. Mort et enterré, et oublié par un système qui n'avait ni le temps ni les ressources pour enquêter sur la mort d'un garagiste d'il y a 5 ans, quand il y avait des centaines de meurtres actuels non résolus. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital. Je venais de finir ma garde. J'avais sauvé 2 vies cette nuit-là. Un homme avec une hémorragie interne suite à un accident de moto. Une femme en overdose de médicaments qu'on avait réanimée 3 fois. Je sauvais des vies, c'était ce que je faisais, c'était qui j'étais. Et ma mère prenait des vies. C'était aussi qui elle était. Cette nuit-là, je l'ai dit à Mamadou. Je lui ai montré les lettres. Il les a lues avec une expression de plus en plus horrifiée. Quand il a fini, il m'a regardé avec des yeux pleins de larmes. Adjoa, c'est... Mon Dieu, ton pauvre père. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu viens de dire que l'avocat a confirmé que légalement il n'y a pas d'affaire. Alors je vais la confronter. Je vais la faire admettre ce qu'elle a fait devant des témoins. Je vais l'enregistrer en train de confesser. C'est dangereux. Si elle a tué ton père, qu'est-ce qui te fait penser qu'elle ne te ferait pas de mal à toi? Parce que je ne l'ai pas trahi. Parce que dans son esprit tordu, elle croit que ce qu'elle a fait était la justice. Mamadou m'a serré fort cette nuit-là. Fais attention, s'il te plaît. J'ai déjà perdu ton père. Je ne veux pas te perdre toi aussi. Mais j'étais déjà perdue. Depuis le moment où j'ai lu ces lettres, quelque chose en moi s'était brisé d'une façon irréparable. 2 jours plus tard, je suis retournée chez maman. Elle était déjà rétablie de la pneumonie, se déplaçant dans la maison avec son énergie habituelle. Elle m'a accueillie avec un baiser sur la joue qui m'a donné envie de m'arracher la peau. J'ai attendu après le repas. On s'est assise dans le salon avec du café. L'ironie ne m'échappait pas. Elle buvait de sa tasse, inconsciente de ce qui allait venir. « Maman, j'ai trouvé quelque chose dans la réserve. » Elle a levé les yeux. « Oui. »« Quoi donc ?»« Une boîte métallique avec un flacon dedans et des lettres. » J'ai vu le changement sur son visage. C'était subtil, mais c'était là. Un durcissement autour des yeux, une tension de la mâchoire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu sais, les lettres où tu décris comment tu as empoisonné papa, le flacon de digitaline que tu as utilisé. Tout est là, maman, ta confession complète. Il y a eu un long silence dense. Elle a posé sa tasse sur la table avec soin, comme si elle faisait un effort conscient pour contrôler ses mouvements. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ça? C'est tout ce que tu vas dire? Tu ne vas pas nier? Tu ne vas pas me dire que je suis folle? Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre. Dos à moi,
Elle a parlé avec une voix que je ne lui avais jamais entendue, plate, sans émotion. Pourquoi le nier, tu sais déjà? Et franchement, ma fille, c'est un soulagement que quelqu'un le sache enfin. J'ai porté ça seule pendant 5 ans. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Une partie de moi avait espéré qu'elle nierait, qu'il y aurait une explication, que les lettres seraient une sorte de fantaisie malade qu'elle avait écrite mais jamais mise en œuvre. Mais non, elle le confirmait décontractée, comme si on parlait de la météo. Comment tu as pu? C'était ton mari, le père de tes enfants. Comment tu as pu l'empoisonner jour après jour et le regarder souffrir? Elle s'est retournée pour me regarder. Ses yeux étaient secs, sans trace de culpabilité ou de remords. Comment j'ai pu? Tu me demandes comment j'ai pu, Adjoa. Ton père m'a humiliée. 30 ans de mariage. 30 ans à être l'épouse parfaite. À cuisiner, à nettoyer, à élever ses enfants, à supporter sa mauvaise humeur quand l'argent manquait. Et il m'a payé en se tapant cette salope du garage, sous mon nez, dans notre quartier où tout le monde me connaît. Alors tu aurais dû divorcer. Tu aurais dû le quitter, pas l'assassiner. Divorcer et être la femme abandonnée, l'épouse qui n'était pas assez bien. Lui donner la liberté de continuer avec sa maîtresse pendant que je restais la conne qu'il a supportée jusqu'à ce qu'il en ait marre. Elle a lâché un rire sans humour. Non, ma fille. Il a pris sa décision quand il m'a trahi, et j'ai pris la mienne. Papa était bon, il était gentil. C'était un menteur et un adultère, et il a payé le prix que tous les adultères devraient payer. Je me suis levée, les jambes me tenant à peine. Je vais aller à la police, je vais leur montrer les lettres, je vais faire en sorte qu'ils t'arrêtent. Fais-le. Son calme était terrifiant. Mais tu as déjà parlé à un avocat, non? Tu sais déjà qu'ils ne peuvent rien prouver, que l'affaire est morte. Alors vas-y, Adjoa, va à la police, raconte-leur tout, et puis regarde comment ils ne font rien parce que légalement, il n'y a pas de crime à poursuivre. Elle avait raison, et elle le savait, et je le savais, et cette impuissance me détruisait de l'intérieur. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? A-t-elle continué, sa voix montant de volume. Le laisser m'humilier, accepter qu'après lui avoir donné les meilleures années de ma vie, il me remplace par une traînée? Non, ma fille, pas ça. J'ai fait ce que je devais faire, et la seule chose que je regrette. Elle a fait une pause. Elle m'a regardé droit dans les yeux. La seule chose que je regrette, c'est qu'il a souffert trop peu. J'aurais dû le faire plus lentement, plus douloureusement. Je suis sortie de cette maison en courant, littéralement en courant. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit sans but pendant des heures, pleurant si fort que j'ai dû m'arrêter sur un parking vide parce que je ne pouvais plus voir la route. Ma mère avait avoué, elle avait tout admis, sans remords, sans culpabilité, comme si tuer mon père était quelque chose de justifié, quelque chose que n'importe quelle femme trahie ferait. Légalement, il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet. Je l'ai dit à Conan. J'ai conduit jusqu'au plateau, et je lui ai montré les lettres. Il les a lues, et puis les a jetées sur la table. Tu es folle, Adjoa. Maman ne ferait jamais quelque chose comme ça. Ces lettres sont... je ne sais pas. Peut-être elle était en colère et les a écrites comme Qatari. Mais elle ne les a jamais mises en œuvre. Conan, elle l'a admis. Je l'ai confrontée, et elle a tout admis. Alors tu interprètes mal ce qu'elle a dit, ou tu fais une sorte d'effondrement nerveux et tu as besoin d'aide psychiatrique. Papa a été assassiné. Papa est mort d'une crise cardiaque. Il y a un certificat de décès. Il y a un rapport d'autopsie. Tu es infirmière, bon sang. Toi-même, tu as signé les papiers. Il s'est passé les mains dans les cheveux. Je ne vais pas écouter ça. Maman est une dame de 63 ans, qui prie le chapelet chaque nuit. Ce n'est pas une meurtrière. Alors tu es un lâche qui préfère vivre dans le mensonge. Et toi, tu es malade. Cherche de l'aide, Adjoa. Sérieusement, parce que ce que tu dis est dément. Mamadou non plus ne m'a pas soutenu. Il était plus gentil que Conan, plus compatissant, mais il disait fondamentalement la même chose. Chérie, ce que ta mère a fait est horrible.
impardonnable. Mais ça fait déjà 5 ans. Ton père est mort, et rien ne va le ramener. Tu dois trouver un moyen de faire la paix avec ça, et d'avancer. Faire la paix avec le fait que ma mère est une meurtrière qui s'en sort impunément. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas changer le passé. Et te détruire toi-même en t'obsédant avec ça ne va pas honorer la mémoire de ton père. Il voudrait que tu vives ta vie. Mais je ne pouvais pas vivre ma vie. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais mon père boire ce café empoisonné. Je le voyais souffrir, confus sur pourquoi son corps le trahissait, sans savoir que chaque gorgée qu'il prenait des mains de ma mère le rapprochait de la mort. J'ai arrêté de dormir. J'ai perdu du poids. Mes collègues à l'hôpital ont commencé à s'inquiéter. J'ai fait des erreurs au travail. Des erreurs que je n'avais jamais faites avant. J'ai failli donner le mauvais médicament à un patient. Une infirmière chef a dû m'arrêter. Mamadou m'a supplié d'aller en thérapie. Il m'a pris un rendez-vous avec une psychologue. J'y suis allée 2 fois. La docteure était gentille, elle écoutait attentivement, elle prenait des notes. À la 2e séance, elle m'a suggéré des antidépresseurs. Ce que vous vivez est un traumatisme complexe. La perte de votre père et maintenant cette révélation sur les circonstances de sa mort. C'est complètement compréhensible que vous luttiez. Mais ma mère a tué mon père et personne ne va rien faire. Parfois, le système judiciaire échoue. C'est une réalité terrible, mais c'est la vérité. Ce que vous devez décider maintenant, c'est si vous allez laisser cette injustice vous détruire aussi, ou si vous allez trouver un moyen de guérir malgré elle. Mais je ne voulais pas guérir. Je voulais la justice. Et si le système n'allait pas me la donner, alors je devrais la trouver moi-même. Les dimanches, je continuais à aller chez maman. Mamadou ne comprenait pas pourquoi. Il pensait que je me torturais inutilement, mais j'avais besoin de la voir. J'avais besoin de l'observer. Vivre sa vie normale, sans conséquences, pendant que mon père pourrissait sous terre. Elle cuisinait, elle priait, elle regardait ses séries télé, elle allait à la messe, elle visitait ses amis comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas le sang de son mari sur les mains. Et moi je m'asseyais dans ce salon en buvant le café qu'elle m'offrait et je pensais, c'est la même tasse, c'est la même table, c'est le même rituel qu'elle a utilisé pour le tuer. Avril s'est transformé en mai. Mon mariage s'écroulait. Mamadou et moi, on se parlait à peine. Il dormait sur le canapé plus de nuit que dans notre lit. Une nuit, il m'a dit qu'il ne pouvait plus, qu'il m'aimait, mais que j'étais en train de disparaître dans une obsession qui me consumait. Tu dois choisir, Adjoa. Soit tu lâches ça et tu travailles à nous sauver, soit... Je ne sais pas. Je ne peux pas continuer à te regarder te détruire. Mais je ne pouvais pas lâcher. C'était impossible. Comment tu lâches le fait que ta mère est une meurtrière? Comment tu fais semblant d'être normal quand tu sais que la femme qui t'a donné la vie a pris la vie de ton père? Et puis le dimanche 12 mai 2021 est arrivé, le jour où tout a explosé, le jour où je suis devenue la même chose qu'elle. C'était un dimanche normal, typique. Mamadou avait refusé de venir avec moi encore une fois. On a failli se disputer à ce sujet, mais on n'avait même plus l'énergie de se battre. Juste un silence fatigué où tous les deux on savait que notre mariage était en train de mourir, mais aucun n'avait le courage de l'admettre à voix haute. Je suis arrivée chez maman vers midi. Elle était dans la cuisine en train de préparer du poulet aux arachides. L'odeur qui normalement m'aurait fait saliver maintenant me donnait la nausée. Tout dans cette maison me donnait la nausée. « Bonjour ma fille, tu arrives tôt. » Il n'y avait pas de trafic. J'ai posé mon sac sur une chaise et je me suis approchée de la fenêtre. Je pouvais voir la cour où papa réparait les voitures les week-ends. L'espace était vide maintenant, propre, comme s'il n'avait jamais existé. « Tu veux du café ?» a demandé maman. Je me suis retournée. Elle était à côté de la cafetière avec une tasse à la main. La même cafetière qu'elle avait utilisée pour préparer du poison. Les mêmes tasses. Non, merci. Allez, ma fille, il est frais. Comme tu l'aimes. Comme tu l'aimes? Les mêmes mots qu'elle avait probablement dit à papa. Comme tu l'aimes? Pendant qu'elle lui servait la mort liquide.
Non, maman. Elle a haussé les épaules et s'est servie elle-même. Elle s'est assise à la table de la cuisine, cette vieille table en bois où on avait mangé des milliers de fois en famille. Elle a pris une gorgée et m'a regardée par-dessus le bord de la tasse. « Tu es très maigre, tu ne manges pas ?»« Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. »« C'est à cause de ce que tu as trouvé, n'est-ce pas ? Tu es encore contrariée par ça. » Contrariée. Comme si j'avais découvert qu'elle avait oublié mon anniversaire, comme si c'était quelque chose de trivial. Comment tu veux que je ne sois pas contrariée ? Tu as tué mon père. On a déjà eu cette conversation à Joie. On ne va pas la refaire. Elle s'est levée et est allée à l'évier. Elle a commencé à laver la vaisselle du petit déjeuner qu'elle avait laissé là. Ses mouvements étaient des mécaniques, routiniers. Elle lavait une assiette, la rinçait, la mettait dans l'égouttoir, en lavait une autre et elle a commencé à fredonner. Une vieille chanson, une que j'ai reconnue immédiatement parce que papa la chantait tout le temps pendant qu'il travaillait au garage. Une chanson d'Alpha Blondy, sa préférée. Quelque chose en moi s'est brisé. Cette chanson sur ses lèvres après ce qu'elle lui avait fait. C'était trop, c'était une moquerie, c'était craché sur sa tombe. Mes yeux sont allés au bloc à couteau sur le comptoir. L'un d'eux dépassait légèrement, le couteau de chef, grand, lourd, avec un fil fraîchement aiguisé, parce que maman gardait toujours ses couteaux aiguisés. Je me suis entendu parler, mais c'était comme si les mots venaient de loin. « Arrête de fredonner cette chanson. »« Quoi ?» Elle s'est retournée à moitié avec une assiette savonneuse dans les mains. Cette chanson était à papa. Tu n'as pas le droit de la chanter. Adjoa, ne sois pas ridicule, c'est juste une chanson. Mais ce n'était pas juste une chanson, c'était sa chanson. Et elle n'avait pas le droit, pas après ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas le droit de vivre sa vie normalement. Elle n'avait pas le droit de cuisiner, et de nettoyer, et de prier, et d'agir comme si elle était une personne décente quand elle avait empoisonné son mari, et l'avait regardé mourir, et n'avait jamais ressenti une seule seconde de remords. Ma main s'est refermée autour du manche du couteau. Elle s'est complètement retournée, s'essuyant les mains sur son tablier. « Ça suffit, ma fille. Tu dois passer à autre chose. Ton père est mort. J'ai fait ce que je devais faire et maintenant on avance tous. Je ne me souviens pas avoir pris la décision. Je ne me souviens pas avoir traversé la cuisine. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'une seconde j'étais à côté du comptoir et la suivante le couteau était enfoncé dans son dos. Elle a crié. Un son aigu et surpris que je n'avais jamais entendu sortir de sa bouche. Elle a titubé en avant, heurtant l'évier, puis s'est retournée pour me regarder. Ses yeux étaient énormes, incrédules. « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai dit avec une voix qui ne ressemblait pas à la mienne, « La même chose que tu lui as faite à lui. » Le deuxième coup de couteau était dans la poitrine, le troisième dans le ventre. Elle a essayé de se protéger avec les mains, mais je continuais à enfoncer le couteau encore et encore et encore. Pour papa. Pour les 5 ans de mensonges. Pour l'impunité. Pour l'injustice qu'elle continue de respirer pendant qu'il était mort. Je ne sais pas à quel moment elle est tombée au sol. Je ne sais pas quand elle a arrêté de crier. Tout est devenu flou, sauf le mouvement de mon bras montant et descendant, et le son mouillé de l'acier entrant dans la chair. Son sang était partout, chaud et rouge et visqueux, éclaboussant mon visage, mes mains, mes vêtements. Le carrelage où j'avais joué enfant était maintenant une flaque cramoisie qui grandissait à chaque seconde. À un moment, elle a arrêté de bouger, arrêté de faire des bruits. Il ne restait que le silence et le son de ma propre respiration saccadée. 47 fois. J'ai compté chacune, une pour chaque année que mes parents avaient été mariés, 42 et 5 de plus pour les années qu'elle avait vécues libre après l'avoir assassinée. 47 coups de couteau, 47 raisons pour lesquelles elle méritait ça. Je me suis assise par terre à côté de son corps. Le couteau est tombé de ma main avec un tintement métallique. Mes mains tremblaient, couvertes de sang jusqu'au coude. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient ouverts, regardant le néant.
sa bouche entr'ouverte dans une expression de choc permanent. Elle avait essayé de ramper à un moment. Il y avait des traces de sang marquant le chemin depuis où elle était tombée jusqu'où elle avait fini, à un demi-mètre du téléphone qui pendait au mur. Elle avait essayé d'appeler à l'aide. Comme papa, elle avait probablement essayé d'appeler à l'aide quand son cœur avait commencé à lâcher dans ce garage. Je n'ai pas ressenti de remords. Je n'ai pas ressenti d'horreur pour ce que j'avais fait, juste un vide énorme, comme si quelque chose de fondamental en moi s'était éteint, et la seule chose qui restait était cette coquille vide assise dans une flaque de sang. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Ça aurait pu être des minutes, ça aurait pu être des heures. Le temps était devenu étrange, élastique, et puis j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Mamadou avait changé d'avis et était venu, probablement inquiet pour moi, probablement en pensant qu'on pourrait essayer d'avoir un repas familial normal comme avant. J'ai entendu ses pas entrer par la porte qui reliait le garage à la cuisine. Je l'ai entendu m'appeler. « Adjoa, ta maman, où ?» Ses pas se sont arrêtés. Il y a eu un silence absolu, et puis un cri masculin d'horreur pure que je ne pourrai jamais oublier. « Mon Dieu, Adjoa, qu'est-ce que tu as fait ?» Je l'ai regardé. Il était dans l'encadrement de la porte, le visage complètement blanc, regardant alternativement le corps de ma mère et moi, assises à côté, comme si on était une peinture de l'enfer. « J'ai fait justice », lui ai-je dit. Ma voix sonnait étrangement calme. « Elle a tué mon père. J'ai juste fait ce que le système n'a pas pu faire. » « Adjoa quoi? Comment ?» Il a sorti son portable avec des mains tremblantes. « Je dois appeler la police. Mon Dieu, mon Dieu. » « Appelle. Je ne vais nulle part. » Il a composé le 170. Sa voix était entrecoupée pendant qu'il parlait à l'opérateur. « Une femme morte, sa femme couverte de sang. Envoyez de l'aide, s'il vous plaît. Envoyez de l'aide vite. » Les voisins ont commencé à apparaître, attirés par les cris de Mamadou. Tanti Adjoa de la maison d'à côté. Tonton Michel de l'autre côté de la rue. Ils sont restés à la porte de la cuisine, regardant avec horreur, certains se signant, d'autres appelant d'autres voisins. « Éloignez-vous. » N'entrez pas sur la scène de crime. Mamadou était passé en mode médecin, essayant de contrôler quelque chose au milieu du chaos. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers moi, avec un mélange de choc et d'incompréhension. Les sirènes sont arrivées 8 minutes plus tard. 8 minutes qui ont semblé une éternité. Les policiers sont entrés, armes dégainées, criant des ordres. Les mains en l'air, maintenant. J'ai levé mes mains ensanglantées, lentement, sans résistance. « Le couteau, où est le couteau ?»« Là », j'ai indiqué de la tête. Il était par terre à côté du corps de ma mère, la lame goûtant encore. Ils m'ont mise debout brusquement. J'ai senti les menottes métalliques se fermer autour de mes poignets, le métal froid contre ma peau chaude. Ils m'ont lu mes droits, mais les mots n'étaient que du bruit. Ils n'avaient pas d'importance. « Pourquoi tu l'as fait ?» a demandé un des officiers pendant qu'il m'emmenait vers le fourgon. Il était jeune, probablement de mon âge. Son visage montrait plus de curiosité que de jugement. « Elle a tué mon père », j'ai répondu. « J'ai juste fait justice. » « Ce n'est pas de la justice, c'est un meurtre. » « Quelle est la différence ?» Il n'a pas répondu. Il m'a poussé doucement vers le siège arrière du fourgon. Je pouvais voir les voisins alignés dans la rue, regardant. Certains pleuraient, d'autres tenaient leur téléphone en train de filmer. Demain, ce serait dans les infos. L'infirmière qui a tué sa mère, le monstre de Yopougon. Mamadou parlait avec un autre officier, gesticulant vers la maison, probablement expliquant qu'il n'était pas là quand c'est arrivé, qu'il avait juste trouvé la scène. Je l'ai vu me regarder une fois. Nos yeux se sont croisés à travers la vitre du fourgon. Et j'ai vu sur son visage que notre mariage venait de se terminer, que l'homme qui m'avait aimé me regardait maintenant comme une étrangère, comme un monstre. Et peut-être que j'en étais un, peut-être qu'on l'était toutes les deux, ma mère et moi, deux meurtrières,
séparés par 5 ans, et des justifications différentes, mais fondamentalement pareilles, dans ce qui importait. On avait tué. Le fourgon a démarré. J'ai regardé une dernière fois la maison où j'avais grandi. Il y avait du ruban jaune de scènes de crime qu'on déroulait, des lumières rouges et bleues qui tournaient, des ambulanciers qui entraient, même s'ils savaient que c'était trop tard. Ma mère était morte de mes mains, et ma vie, telle que je la connaissais, était aussi terminée. 47 coups de couteau. Ce n'était pas assez pour me faire sentir que justice avait été faite. Ce n'était pas assez pour ramener papa. Ce n'était assez pour rien, sauf pour me transformer en la même chose qu'elle. Une meurtrière. Mais au moins moi j'allais payer pour mon crime. Au moins moi j'allais être dans une cellule où elle aurait dû être. Au moins le monde allait savoir ce que j'ai fait, même s'il ne croirait jamais pourquoi je l'ai fait. Ils m'ont emmené directement au centre de détention d'Abidjan. Ce n'était pas encore la Maca. Ça viendrait après la sentence. Pour l'instant, c'était juste la détention provisoire en attendant le procès. 14 mois dans une petite cellule avec 5 autres femmes, dormant sur des lits de fer qui sentaient la sueur et le désespoir, mangeant du riz mal cuit et du poisson séché 3 fois par jour. Les premières semaines ont été les pires, pas à cause des conditions qui étaient horribles, mais attendues, mais à cause du silence de l'extérieur. Mamadou n'est pas venu me voir une seule fois. Il m'a envoyé les papiers de divorce par l'intermédiaire de son avocat 3 semaines après mon arrestation. 4 ans de mariage terminés par une signature sur des documents légaux. Il n'y a pas eu de conversation, il n'y a pas eu d'adieu, juste un message froid à travers son avocat. Le docteur Ouattara demande que vous n'essayiez pas de le contacter. Il a besoin d'avancer dans sa vie. Comme si moi, je n'avais pas besoin de faire pareil. Comme si j'avais cette option. Conan non plus n'est pas venu. Je lui ai écrit des lettres depuis la prison. 5 le premier mois. Je lui expliquais tout. Je le suppliais de comprendre. Je l'implorais de m'écouter au moins. Toutes sont revenues non ouvertes, retour à l'expéditeur. Mon petit frère, celui que j'avais soigné quand il était bébé, celui que j'avais défendu contre les brutes à l'école, celui qui m'appelait son héros quand on était enfant. Maintenant, il me traitait comme si je n'existais pas. On m'a assigné un avocat commis d'office. Il s'appelait Maître Koné. C'était un homme d'environ 50 ans, avec un costume bon marché et une mallette usée, qui gérait trop d'affaires, et qui clairement n'avait ni le temps ni l'énergie pour aucune d'entre elles. Notre première réunion a duré 15 minutes. Écoute, Adjoua, l'affaire contre toi est solide, très solide. On t'a trouvé sur la scène avec l'arme couverte de sang. Tu as avoué aux officiers. Il y a des témoins qui ont entendu ta confession. Il n'y a aucun moyen de gagner ça. Mais ma mère a tué mon père. J'ai des lettres qui le prouvent. J'ai trouvé le flacon de poison. Elle a tout avoué. Il a soupiré et a sorti un carnet où il a gribouillé quelque chose sans vraiment me regarder. Et où sont ces lettres maintenant ? Elles étaient dans mon sac, dans la maison. La police a dû les confisquer quand ils ont traité la scène. J'ai vérifié l'inventaire des preuves. Il n'y a pas de lettres, pas de flacon de poison, juste le couteau que tu as utilisé, tes vêtements ensanglantés et les photos de la scène. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Ce n'est pas possible. Elles étaient mal là. Je les ai trouvées dans la réserve. Je les ai lues des centaines de fois. Peut-être que quelqu'un les a déplacées avant que la police arrive. Peut-être qu'un membre de la famille les a détruites. Peut-être. Il a haussé les épaules. Honnêtement, ça n'a pas d'importance, parce que sans preuve physique, ton histoire sur le supposé assassinat de ton père il y a 5 ans n'est que ça, une histoire. Mais c'est la vérité. La vérité sans preuve ne sert à rien dans un tribunal, mademoiselle Kouassi. Ce qui sert, c'est les preuves. Et les seules preuves qu'on a, c'est que tu as assassiné ta mère avec 47 coups de couteau pendant qu'elle faisait la vaisselle dans sa propre cuisine. Et l'autopsie de mon père ? On ne peut pas l'exhumer et faire des tests de digitaline ? Ton père a été enterré depuis 5 ans. Après tout ce temps, surtout dans notre climat, les chances de trouver des traces du poison sont presque nulles. Et sans preuve préalable, aucun juge n'autorisera l'exhumation.
Il a fermé son carnet. Écoute, je vais faire de mon mieux. Je vais plaider l'émotion violente. Je vais argumenter que tu as agi sous stress psychologique extrême. Que tu croyais sincèrement que ta mère avait fait quelque chose de terrible, même si on ne peut pas le prouver, et que tu n'étais pas dans ton état normal quand tu as commis l'acte. Avec de la chance, on obtient une peine réduite. Mais Adjoa, tu vas aller en prison. C'est juste une question d'années. Le procès a commencé en novembre 2022, 18 mois après que j'ai tué ma mère. 18 mois pendant lesquels les médias m'avaient détruite. Les journaux m'appelaient le monstre de Yopougon, l'infirmière tueuse, la matricide sans cœur. Ma photo d'identité judiciaire était partout. Yeux vides, visage taché de sang séché, cheveux en désordre. Je ressemblais exactement à ce que les gens voulaient voir. Un monstre. Les journaux télévisés répétaient les détails les plus morbides encore et encore. 47 coups de couteau, la mère sans défense faisant la vaisselle, la fille infirmière qui était censée sauver des vies. Ils ont interviewé des voisins qui disaient qu'il y avait toujours eu quelque chose de bizarre chez moi, des collègues de l'hôpital qui, sous anonymat, affirmaient que j'avais été instable ces derniers mois, des psychologues qui ne m'avaient jamais rencontré, mais qui diagnostiquaient mes pathologies dans des émissions de radio. Personne ne parlait de mon père. Personne n'enquêtait pour savoir si mon histoire pouvait être vraie. C'était plus facile, plus propre, plus narrativement satisfaisant de croire que j'étais simplement mauvaise, que j'avais tué ma pauvre mère âgée pour des raisons que seul un monstre pouvait comprendre. La salle du tribunal était pleine le premier jour. Il y avait des reporters, des caméramens, des curieux qui avaient fait la queue tôt pour avoir une place. Tous voulaient voir le monstre en personne. On m'a amenée avec des menottes et des chaînes aux chevilles, vêtue de l'uniforme beige de la prison. Le murmure de la foule a grandi quand je suis entrée. J'ai entendu des fragments de conversation. Mon Dieu, elle a l'air si normale. Les monstres ont toujours l'air normaux, c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Pauvre maman Aminata, quelle façon horrible de mourir. Je me suis assise à côté de Maître Koné à la table de la défense. Il m'avait conseillé d'avoir l'air repentante, désolée, brisée, de pleurer si je pouvais, d'avoir l'air le moins menaçante possible. Mais je ne pouvais pas feindre des émotions que je ne ressentais pas. Je regardais devant moi avec une expression neutre, attendant que ça se termine. Le procureur était un homme jeune et ambitieux, appelé Maître Diabaté. C'était sa grande affaire, celle qui pouvait lancer sa carrière, et il le savait. Dans sa déclaration d'ouverture, il a peint un portrait de moi que je ne reconnaissais pas, mais qui clairement résonnait avec le jury. Mesdames et messieurs du jury, vous allez entendre parler d'une femme qui a trahi tout ce qui est sacré, qui a utilisé les mêmes mains qu'elle avait utilisées pour soigner des malades, pour assassiner brutalement la femme qui lui a donné la vie. Afoué Aminata Traoré était une mère dévote, une femme religieuse, un pilier de sa communauté, et sa fille Adjoa Mariam Kwasi l'a massacrée dans sa propre cuisine, pour des raisons incompréhensibles pour toute personne décente. Il a fait une pause dramatique, regardant directement le jury. La défense va essayer de vous convaincre que l'accusée avait des motifs, qu'elle était sous stress émotionnel, qu'elle croyait que sa mère avait commis un crime il y a des années. Mais même si cette histoire délirante était vraie, même si Madame Afoué avait fait quelque chose de mal, est-ce que ça justifie 47 coups de couteau? Est-ce que ça justifie de s'acharner sur une femme de 63 ans jusqu'à ce qu'elle se vide de son sang sur le sol de sa cuisine? Les détails médico-légaux ont été particulièrement difficiles à entendre. Le médecin légiste a décrit chaque blessure avec précision clinique. 15 coups de couteau dans le torse, 12 dans le dos, 8 dans les bras, des blessures défensives de quand elle a essayé de se protéger, 7 dans l'abdomen, 3 dans le cou, 2 au visage. La cause de la mort était le choc hypovolémique par perte massive de sang. Elle avait mis environ 4 minutes à mourir, 4 minutes d'agonie consciente, pendant que sa fille la poignardait encore et encore et encore. Ils ont montré des photos. Le jury a frémi. 2 femmes ont pleuré. Un homme a dû détourner le regard. C'étaient des photos horribles. La cuisine ressemblait à un abattoir.
Du sang sur les murs, sur le sol, sur les meubles. Le corps de ma mère tordu dans une position contre nature, les yeux ouverts regardant le néant. Moi, je les ai regardés sans ciller, parce que c'était la vérité de ce que j'avais fait. Je ne pouvais pas détourner le regard de ma propre brutalité. Mamadou a témoigné. Il ne m'a pas regardé une seule fois pendant tout son témoignage. Il a parlé de comment j'avais changé dans les mois avant l'assassinat, comment j'étais devenue obsédée par la mort de mon père, comment j'avais trouvé des supposées lettres que je ne lui avais jamais montrées complètement, comment ma santé mentale s'était détériorée au point où il envisageait de me faire interner de force. J'ai essayé de l'aider, a-t-il dit, sa voix se brisant. J'ai essayé de la faire aller en thérapie. Je l'ai suppliée de prendre des médicaments, mais elle était convaincue que sa mère était une sorte de tueuse en série et que personne ne la croyait. L'obsession l'a complètement consumée. Maître Koné a fait de son mieux au contre-interrogatoire. N'avez-vous pas considéré, docteur Ouattara, que peut-être Adjoa disait la vérité, qu'elle avait peut-être découvert quelque chose de réel? J'ai considéré cette possibilité pendant environ 30 secondes avant de me rendre compte que c'était ridicule, a répondu Mamadou. Ma belle-mère était une femme religieuse de 63 ans. L'idée qu'elle avait systématiquement empoisonné son mari 5 ans plus tôt était absurde. C'était clairement un fantasme paranoïaque qu'Adjoa avait construit pour gérer son deuil maltraité. Les voisins ont témoigné, tous avec des versions similaires de la même histoire. Madame Afoué était merveilleuse, gentille, généreuse. Elle leur donnait du poulet braisé à Noël et de l'attiéké aux poissons pendant les fêtes. Elle allait à la messe tous les dimanches. Elle aidait à organiser des événements à la paroisse. C'était impossible de l'imaginer faire du mal à quelqu'un. Adjoa, par contre, avait toujours été bizarre, distante. Ces dernières années, elle était devenue presque recluse. Quand elle rendait visite à sa mère, elle avait l'air tendue, en colère. Une voisine affirmait avoir entendu des cris venant de la maison des semaines avant l'assassinat. Une autre a dit qu'elle m'avait vue regarder la maison de ma mère, depuis ma voiture, juste assise là pendant des heures, comme si je surveillais. Et puis Conan est monté à la barre. Je ne l'avais pas vu en personne depuis avant l'assassinat. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus maigre. Il avait des cernes profondes et ses mains tremblaient légèrement quand il a juré de dire la vérité. Finalement, il m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de pire que la haine. J'ai vu la déception, la tristesse, comme si j'avais tué quelque chose en lui aussi. Le procureur l'a guidé à travers des questions basiques. D'abord, sa relation avec notre mère, sa relation avec moi, comment on avait grandi, mais finalement, ils en sont arrivés au point crucial. Conan, votre sœur vous a-t-elle contacté après avoir trouvé les supposées lettres incriminantes sur sa mère? Oui, elle est venue à mon appartement au plateau. Elle a apporté des papiers qu'elle disait être des confessions écrites de ma mère, admettant avoir empoisonné notre père. Et qu'avez-vous pensé quand vous les avez lus? Conan a regardé le sol. J'ai pensé que ma sœur avait perdu la tête. Ma mère ne ferait jamais quelque chose comme ça. C'était impossible. J'ai dit à Adjoa qu'elle avait besoin d'aide psychiatrique, qu'elle faisait une sorte de crise nerveuse. Votre sœur a-t-elle déjà montré des signes d'instabilité mentale avant ça? Depuis que mon père est mort? Oui, elle est devenue obsessionnelle. Elle ne pouvait pas laisser aller sa mort. Elle inventait des théories conspirationnistes sur comment il était vraiment mort. Une fois, elle m'a appelé à 3 heures du matin en pleurant, disant qu'elle avait trouvé des preuves que papa avait été assassiné. Quand je lui ai demandé de me les montrer, elle n'a pas pu. C'était toujours quelque chose de vague, quelque chose que seule elle avait vu. Et quand vous avez confronté votre mère sur ces accusations? Bien sûr que je l'ai fait. Je suis allée chez elle et je lui ai demandé directement s'il y avait quelque chose de vrai dans ce que Adjoa disait. Maman a pleuré. Elle était dévastée que sa propre fille pense qu'elle était capable de quelque chose comme ça. Elle m'a dit qu'Adjoa avait besoin d'aide urgente, que son deuil était devenu quelque chose de pathologique.
Maître Koné a essayé de me réhabiliter pendant son tour. Conan, est-il possible que vous protégiez la mémoire de votre mère parce qu'accepter la vérité serait trop douloureux? Il n'y a pas de vérité à accepter, a répondu Conan, sa voix dure. Ma sœur a assassiné notre mère. C'est ça la vérité. Tout le reste, ce sont des excuses d'une meurtrière essayant de justifier l'injustifiable. Quand il est descendu de la barre, il est passé à côté de moi sans regarder. Mon frère, ma seule famille survivante, et il me haïssait de tout son être. Mon tour de témoigner est arrivé la 3e semaine du procès. Maître Koné m'avait conseillé de ne pas le faire, que ça ne pouvait qu'empirer les choses, mais j'ai insisté. J'avais besoin qu'au moins une fois quelqu'un entende ma version complète. Je suis montée à la barre avec les chaînes aux chevilles, faisant du bruit à chaque pas. J'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je l'ai fait. Je leur ai tout raconté. La découverte des lettres, le flacon de digitaline, la confrontation avec ma mère, sa confession froide et sans remords, les mois d'impuissance, sachant qu'elle avait assassiné mon père et qu'elle ne paierait jamais pour ça. J'ai essayé de faire les choses bien, leur ai-je dit en regardant directement le jury. Je suis allée voir un avocat. On m'a dit que légalement il n'y avait pas d'affaire, que sans preuve physique, sans corps à exhumer, il n'y avait rien à faire. Ma mère allait s'en sortir après avoir assassiné mon père, et ça je ne pouvais pas l'accepter. Alors vous avez décidé de vous faire juge, jury et bourreau, a interrompu le procureur pendant le contre-interrogatoire. Vous avez décidé que votre version de la justice était plus importante que la loi. J'ai décidé que si le système n'allait pas donner justice à mon père, moi je le ferais. Et les 47 coups de couteau, c'était ça la justice? Je suis restée silencieuse, parce que je n'avais pas de réponse pour ça. Il n'y avait pas de justification pour la brutalité, pour l'acharnement, pour continuer à enfoncer le couteau bien après qu'elle soit morte. J'étais en colère, ai-je finalement admis. J'étais en colère pour mon père, pour les 5 ans de mensonges, pour son absence de remords, pour l'impunité, pour tout. Donc c'était de la vengeance, pas de la justice, de la vengeance pure. Appelle ça comme tu veux. Le procès a duré 6 semaines. Chaque jour c'était pareil. Des témoins me peignant comme un monstre. Des preuves médico-légales montrant la brutalité de mon crime. Ma défense faible et incohérente, essayant d'argumenter l'émotion violente, quand ça avait clairement été quelque chose de plus calculé que ça. Les médias m'ont détruite jour après jour. Mes photos sortant du tribunal étaient dans chaque journal télévisé. Des analystes discutant de ma psychologie, de mon enfance, de ce qui avait mal tourné pour créer quelqu'un comme moi. Des groupes de femmes manifestaient devant le tribunal exigeant la peine maximale. Certaines portèrent des pancartes avec la photo de ma mère et les mots « Justice pour Aminata ». Mais personne, absolument personne, ne portait de pancarte demandant justice pour mon père. Tu vois ce qui se passe quand personne ne te croit? Tu vois comment le système échoue aux victimes encore et encore? Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que la justice du système n'est pas toujours la vraie justice, que parfois le vrai monstre est déjà mort et enterré, pendant que celui qui a cherché justice est celui qui finit en cage. Que la ligne entre victime et bourreau n'est pas aussi claire qu'on aime le penser. La délibération du jury a duré 4 heures. 4 heures pendant lesquelles je suis restée assise dans une cellule d'attente, me demandant combien d'années de ma vie j'allais perdre. Maître Koné avait dit que le mieux qu'on pouvait espérer, c'était 20 ans si le jury acceptait l'émotion violente. Le pire, c'était 50, s'il décidait que ça avait été prémédité. On m'a rappelé dans la salle. Le jury est entré avec des visages sérieux. Aucun ne m'a regardé. Ce n'est jamais bon signe. Le jury est-il arrivé à un verdict? A demandé la juge. Oui, Madame la Présidente. Comment trouvez-vous l'accusé sur le chef d'assassinat? Coupable, Madame la Présidente. La salle a explosé en murmures. La juge a frappé avec son maillet demandant le silence. Moi, je suis restée immobile. Je savais que ça viendrait. C'était inévitable depuis le moment où j'ai enfoncé ce couteau, mais l'entendre à voix haute, officielle, finale, c'était différent.
Le jury recommande-t-il la clémence? Non, Madame la Présidente. Nous croyons que c'était un acte de violence prémédité et extrême qui mérite la punition la plus sévère selon la loi. La sentence est venue 2 semaines plus tard. Je me suis présentée devant la juge Touré, une femme d'environ 60 ans connue pour être dure mais juste. Elle a lu ma sentence d'une voix ferme et sans émotion. Adjoua Mariam Kouassi, ce tribunal vous trouve coupable d'assassinat au 1er degré. Le crime que vous avez commis était d'une brutalité extrême. Vous avez assassiné votre propre mère, la femme qui vous a donné la vie, avec 47 coups de couteau pendant qu'elle effectuait des tâches domestiques quotidiennes. Vous avez tenté de justifier vos actions avec des histoires non prouvées sur des crimes passés, mais même si ces histoires étaient vraies, rien ne justifie ce que vous avez fait. Elle a fait une pause, me regardant directement. La vie de votre mère valait plus que votre soif de vengeance. La loi existe précisément pour empêcher les individus de se faire justice eux-mêmes. Vous avez décidé que vous étiez au-dessus de la loi, que votre douleur, votre colère, votre sens personnel de la justice était plus important que la civilisation et l'ordre. Par conséquent, je vous condamne à 32 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pendant au moins 24 ans. Vous serez transféré à la Maka, où vous purgerez votre peine. Que Dieu ait pitié de votre âme, car ce tribunal ne le peut pas. 32 ans. J'avais 29 ans quand j'ai tué ma mère. J'aurais 61 ans quand je sortirais, si je sortais, si je survivais aussi longtemps en prison. On m'a emmené directement à la Maka cet après-midi-là. C'est l'un des plus grands centres de détention de Côte d'Ivoire. Quand on est entré par les portes d'acier, quand j'ai entendu ce son métallique des grilles se fermant derrière moi, j'ai su que c'était ma vie. Maintenant, pas pour des mois, pas pour des années, pour des décennies. Le processus d'admission a été déshumanisant, mais nécessaire. On m'a enlevé mes vêtements, on m'a fait m'accroupir et tousser. On a vérifié chaque centimètre de mon corps cherchant de la contrebande. On m'a aspergé de désinfectant. On m'a donné un uniforme beige identique à celui de toutes les autres. On m'a pris en photo, pris mes empreintes digitales. On m'a assigné un numéro, 8732. Je n'étais plus Adjoua Mariam Kouassi, infirmière, fille, épouse. J'étais la détenue 8732, matricide, 32 ans. On m'a assignée à une cellule dans le bloc C. 3 mètres sur 4, partagée avec 3 autres femmes, 2 lits superposés en métal, des toilettes sans intimité, un lavabo avec de l'eau qui coulait glacée, une petite fenêtre avec des barreaux qui donnaient sur un mur de béton. Mes compagnes de cellule étaient Rokia, une femme du Nord purgeant 20 ans pour trafic de drogue, Fanta de Man, 15 ans pour agression avec arme mortelle, et Aminata de San Pedro, perpétuité pour avoir tué son mari qui l'avait maltraitée pendant 12 ans. Rokia m'a regardée avec évaluation quand je suis entrée. « C'est quoi ton histoire ?»« J'ai tué ma mère. » Les 3 sont restées silencieuses. Même en prison, parmi des femmes qui avaient commis toutes sortes de crimes, le matricide était considéré comme particulièrement atroce. « Pourquoi ?» a demandé Aminata finalement. « Parce qu'elle a tué mon père, et personne ne l'a cru. » Aminata a hoché la tête lentement. « Alors tu n'es pas différente du reste d'entre nous. Tu as fait ce que tu sentais que tu devais faire quand le système t'a laissé tomber. » Et c'est comme ça qu'a commencé ma vie en prison. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Apprendre les règles non écrites, qui éviter, à qui parler, où te mettre au réfectoire, comment te déplacer dans les couloirs sans provoquer de problème, la hiérarchie entre les détenus, les gardiennes à qui tu peux faire confiance, et celles qui te rendraient dans la vie impossible, si tu leur déplais. Mais finalement, j'ai trouvé ma place, parce que j'étais infirmière, parce que j'avais des compétences dont les gens avaient besoin. J'ai demandé à travailler à l'infirmerie de la prison. Au début, ils ont refusé. Comment pouvaient-ils confier les soins médicaux à quelqu'un qui avait assassiné sa propre mère? Mais il y avait un manque de personnel médical qualifié, et j'avais 7 ans d'expérience aux urgences. Finalement, après 6 mois, ils m'ont approuvé avec une supervision stricte. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais passé des années à sauver des vies. Puis j'avais pris une vie,
Et maintenant je sauvais à nouveau des vies, mais derrière les barreaux. Les autres détenues ont commencé à me chercher. Elles avaient des problèmes médicaux que les médecins de la prison ignoraient ou traitaient mal. Des infections, des problèmes chroniques, des douleurs que personne ne prenait au sérieux. Je les aidais, je leur trouvais des médicaments, je soignais leurs blessures. Je leur expliquais leur diagnostic dans un langage qu'elles pouvaient comprendre. Elles ont commencé à m'appeler l'infirmière, avec respect, avec gratitude, et lentement, très lentement, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à un but. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, les mois en années. La routine de la prison est devenue ma vie. Se réveiller à 6 heures du matin au son des cloches métalliques. Comptage du matin où on devait se tenir devant nos cellules pour qu'ils nous comptent comme du bétail. Petit déjeuner au réfectoire, toujours pareil. Riz, sauce, café dilué. Travail à l'infirmerie de 8 heures à 4 heures. Dîner, heure de récréation dans la cour si le temps le permettait. Extinction des feux à 22 heures. Chaque jour exactement pareil au précédent, chaque jour se fondant dans le suivant sans distinction. Les visites étaient rares. Ma cousine Aya, fille d'une tante éloignée, venait une fois par mois. C'était la seule famille qui me restait, qui ne m'avait pas complètement abandonnée. On s'asseyait dans la salle des visites, séparés par une table en métal, des gardiennes surveillant, et on essayait d'avoir des conversations normales. Elle me racontait sa vie dehors, son travail d'enseignante, ses enfants qui grandissaient. Moi, je ne lui racontais rien vraiment. Qu'est-ce que je pouvais dire? Que mes jours étaient tous pareils, que je survivais, mais que je ne vivais pas. « Tu as eu des nouvelles de Conan ?» lui ai-je demandé une fois. Aya a secoué la tête tristement. Il a déménagé en France, à Paris. Il a changé son nom de famille. Je crois qu'il essaie d'oublier qu'il a jamais eu une sœur. Je ne le blâme pas. Moi si, a-t-elle dit fermement. Tu es sa sœur. Peu importe ce que tu as fait. Il devrait au moins t'écouter. Mais Conan ne l'a jamais fait. Je lui ai écrit une longue lettre il y a 3 ans. Je lui ai tout expliqué à nouveau. Je l'ai supplié de considérer au moins la possibilité que maman ait été coupable, d'enquêter, de parler aux gens qui connaissaient nos parents, de chercher la vérité. La lettre est revenue non ouverte, et je n'ai plus jamais essayé de le contacter. J'ai commencé une thérapie obligatoire avec une psychologue de la prison. Elle s'appelait Dr Bamba. Elle était jeune, peut-être 35 ans, avec de grandes lunettes et une façon douce de parler qui te donnait envie de lui faire confiance. Au début, j'ai résisté. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre me dise que j'étais folle, que j'avais tout imaginé, que ma mère était innocente et que j'étais simplement une meurtrière sans motif. Mais Dr Bamba était différente. Elle ne jugeait pas, elle écoutait juste. Je ne suis pas là pour te dire si ce que tu as fait était bien ou mal, m'a-t-elle dit lors de notre 3e séance. Je suis là pour t'aider à traiter ce qui s'est passé et trouver un moyen de vivre avec. Je ne regrette pas de l'avoir fait, lui ai-je dit. Ça fait de moi quelqu'un d'irréparable. Ça ne fait rien de toi, sauf quelqu'un d'honnête. Elle a ajusté ses lunettes. Mais dis-moi, tu ne regrettes rien de tout ça? J'ai réfléchi pendant un long moment. Je regrette comment je l'ai fait, les 47 coups de couteau, l'acharnement, d'être devenue quelque chose d'aussi brutal que ce qu'elle était. Je regrette que ma dernière conversation avec mon père ait été sur si je devais étudier l'ingénierie mécanique. Je regrette de ne pas avoir enquêté sur sa mort plus profondément quand c'est arrivé. Je regrette d'avoir tout perdu, ma carrière, mon mariage, ma liberté, pour un acte de vengeance qui n'a pas ramené mon père et ne m'a pas donné la paix. Mais tu ne regrettes pas d'avoir tué ta mère? Non, elle a assassiné mon père et elle n'a jamais montré une seule seconde de remords. Si j'avais pu faire fonctionner la justice légale, je l'aurais fait, mais je n'ai pas pu. Alors j'ai fait ce que je sentais que je devais faire. Les séances ont continué chaque semaine pendant des années. Lentement, avec l'aide de Dr Bamba,
j'ai commencé à comprendre des choses sur moi-même que je n'avais pas vues avant. Comment mon deuil pour mon père était devenu quelque chose de pathologique. Comment mon besoin de justice s'était transformé en soif de vengeance. Comment j'avais franchi la ligne entre victime et coupable et j'étais devenue ce que je haïssais. « Tu crois qu'il y avait une autre façon ?» m'a demandé Dr Bamba une fois. Rationnellement, oui. J'aurais pu avancer dans ma vie. J'aurais pu accepter que la justice n'arrive pas toujours. J'aurais pu honorer mon père en vivant bien au lieu de détruire ma vie par vengeance. Mais émotionnellement, à ce moment-là, avec tout ce que je savais et ressentais, non. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul chemin. Et maintenant que tu as eu des années pour réfléchir, tu choisirais différemment ? Je ne sais pas, et cette incertitude me terrifie. Maintenant, en 2025, ça fait 8 ans que je suis enfermée. 8 des 32 ans auxquels on m'a condamnée. 24 de plus devant moi. Si on ne me tue pas avant, si je ne tombe pas malade, si je ne deviens pas complètement folle. J'ai changé ces années. Physiquement, je parais plus vieille. J'ai des cheveux blancs prématurés aux tempes, des rides autour des yeux, à force de plisser contre le soleil de la cour. J'ai perdu le tonus musculaire que j'avais quand je faisais des gardes de 12 heures à l'hôpital. Mes mains, qui avant étaient fermes et sûres pendant qu'elles posaient des perfusions et faisaient des sutures, tremblent maintenant légèrement à cause de la tension constante de vivre en surveillance perpétuelle. Mais j'ai aussi changé intérieurement de façon que je ne peux pas complètement articuler. J'ai acquis une clarté sur la nature humaine, sur la capacité que nous avons tous pour le bien et le mal, sur comment les circonstances peuvent transformer n'importe qui en quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir être. Les autres détenues me respectent. Elles m'appellent quand elles ont des problèmes médicaux que l'infirmerie officielle ignore. Elles me demandent conseil, elles partagent leurs histoires avec moi, et j'ai découvert quelque chose de perturbant. Beaucoup d'entre elles ont des histoires similaires à la mienne. Des femmes qui ont tué des hommes qui les maltraitaient, des mères qui ont blessé des gens qui ont fait du mal à leurs enfants, des épouses qui ont empoisonné des maris violents. Toutes ont franchi cette ligne invisible entre victimes et agresseurs. Toutes ont fini ici. Et je me demande, combien d'Aminata y a-t-il dehors qui n'ont jamais été attrapés? Combien de meurtriers vivent libres parce qu'ils ont été assez prudents, assez patients, assez chanceux pour ne pas laisser de preuves? Ma mère a tué mon père et a vécu libre pendant 5 ans. Elle aurait peut-être vécu 20 de plus si je n'avais pas trouvé ses lettres. Elle serait peut-être morte vieille dans son lit, entourée de familles qui se souviendraient d'elle comme d'une sainte. Pendant ce temps, moi je suis ici à payer pour mon crime comme il se doit, mais aussi à payer pour son crime, que personne d'autre ne croirait qu'il a existé. C'est une étrange forme de justice, tordue, incomplète, mais c'est la seule que j'ai obtenue. On m'appelle meurtrière, et techniquement je le suis, mais ma mère l'était aussi. Sauf qu'elle n'a jamais eu à payer pour ça. Moi si. C'est ça la justice ? À toi de décider. Parce que honnêtement, après 8 ans enfermée, après des milliers d'heures à penser à tout ça, je n'ai toujours pas de réponse claire. J'ai juste des questions qui me tiennent éveillée la nuit quand le silence de la prison est si dense que tu peux entendre les battements de ton propre cœur. Quand une victime cesse d'être victime et devient bourreau, est-ce qu'il existe vraiment une ligne, ou est-ce un gradient qu'on traverse sans s'en rendre compte? La justice par nos propres mains est-elle jamais justifiée quand le système échoue? Ou est-ce qu'on devient simplement ce qu'on punit? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste mon histoire et la certitude que je passerai les 24 prochaines années de ma vie, peut-être plus, à contempler ces questions dans une cellule de 3 mètres sur 4. Si cette histoire t'a fait te questionner sur quelque chose, si elle t'a fait ressentir quelque chose de gênant, si elle t'a obligé à considérer ce que tu ferais à ma place, alors abonne-toi à la chaîne Confession derrière les barreaux, parce qu'ici on ne te donne pas de réponse facile. On ne te dit pas que ce que j'ai fait était bien ou mal. On te fait réfléchir à ce que tu ferais toi si le système t'abandonnait complètement, si la justice n'arrivait jamais, si la personne qui t'a le plus blessé marchait libre pendant que toi tu te noies dans l'impuissance. Si tu étais moi,
Tuerais-tu pour la justice ou accepterais-tu l'injustice et continuerais-tu à vivre? C'est facile de juger de l'extérieur. C'est facile de dire « je ne ferai jamais ça » quand tu n'es pas dans la situation. Mais j'ai appris qu'aucun d'entre nous ne sait vraiment de quoi il est capable jusqu'à ce qu'il soit poussé à la limite absolue. Je ne savais pas que je pouvais tuer. Je ne savais pas que j'avais cette obscurité en moi. Je pensais que j'étais une soignante, une sauveuse de vie, une bonne personne. Et peut-être que j'étais toutes ces choses jusqu'à ce que je ne le sois plus. La vérité, c'est qu'on porte tous autant de lumière que d'obscurité en nous, et les circonstances bonnes ou mauvaises peuvent nous faire sortir l'une ou l'autre. Ma mère paraissait une sainte de l'extérieur et a tué mon père en secret. Moi, je paraissais une professionnelle de santé dévouée, et j'ai tué ma mère dans une explosion de violence qui m'étonne encore quand j'y pense. Qui était le vrai monstre? Elle. Moi. Les deux? Ou peut-être que la bonne question c'est: sommes-nous vraiment si différents du reste de l'humanité, ou sommes-nous juste honnêtes sur l'obscurité que tous préfèrent prétendre qui n'existe pas? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand les lumières s'éteignent à 22 heures, quand je suis allongée sur ma couchette en écoutant les ronflements de Rokia et les pleurs doux d'une nouvelle détenue dans une cellule voisine, je pense à mon père, à son rire, à ses embrassades, à comment il sentait la graisse de moteur et le café. Et je pense, je l'ai fait pour toi, papa. J'ai fait ce que personne d'autre ne voulait faire. Je t'ai donné la justice que tu méritais. Mais ensuite, je pense aux 47 coups de couteau, à la terreur dans les yeux de ma mère, au sang, à tout ce que j'ai perdu, et je me demande si ça valait la peine. Et la réponse, honnêtement, c'est que je ne sais pas. Peut-être que je ne saurai jamais, mais me voilà. La détenue 8732, l'infirmière, la matricide que tout le monde aime haïr. Et c'est ma confession derrière les barreaux. Je ne cherche pas ton pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Je te demande juste qu'avant de me juger, tu te demandes ce que tu ferais toi, vraiment, honnêtement. Parce qu'un jour, peut-être, tu te trouveras dans une situation où la justice n'existe pas, où le système échoue, où la personne qui t'a blessé marche libre. Et ce jour-là, quand tu devras décider entre accepter l'injustice ou devenir le même monstre que tu es, peut-être tu comprendras, peut-être pas, mais au moins tu y auras pensé. Et ça, je suppose, c'est tout ce que je peux demander depuis cette cellule. Mon nom est Adjoua Mariam Kouassi. J'ai 35 ans, et c'est mon histoire derrière les barreaux. Tu me crois, ou tu crois que je suis juste une meurtrière qui invente des excuses?